Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci une palle pour le mois de la fantasy. Et oui, on est au mois de mai, en toute logique le 1er mai aujourd'hui si je ne me trompe pas. Et puisqu'effectivement j'ai filmé la palle un tout petit peu avant. Et le mois de la fantasy est organisé par la chaîne Piketty Bookin, dont je vous mettrai le lien avec toute l'explication bien entendu en note. Et cette année j'ai décidé d'y participer un petit peu plus que l'année dernière. Alors l'année dernière c'était ma première participation, je manquais beaucoup de temps et du coup j'ai juste lu un livre pour rester on va dire dans la thématique et j'avais choisi de lire Elantris. Le problème c'est que ça m'a pris du temps, j'avais eu pas mal d'empêchements, donc voilà. Alors cette année j'ai décidé de m'y mettre un petit peu plus, on va dire de me focaliser un petit peu plus sur la thématique, de ne pas forcément choisir que des pavés et bien entendu comme souvent, pâle ne veut pas dire pile à lire chez moi, mais plutôt pioche à lire. Voilà, donc comme ça, j'ai essayé de mettre quelque chose dans toutes les catégories, puisque cette année, il y a des catégories, et puis je piocherai en fait selon mes envies, selon ce que je voudrais lire, et en espérant que d'ici la fin du mois, j'ai réussi à en lire, on va dire sur 12 sous-catégories, on dira 4. Voilà, si j'arrive à en lire 4 au moins pendant le mois de mai, franchement, je serais super contente puisque déjà j'aurais largement dépassé mon record de 1 de l'année dernière. Voilà. Donc du coup, en plus cette année, Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin a fait un... je sais pas comment on appelle ça, bref, c'est pas grave. Disons qu'elle a mis les catégories sur un document que vous pouvez télécharger à partir de la vidéo que je vais vous mettre en lien. Et effectivement, ça aide quand même beaucoup puisque ça permet de pouvoir suivre ces catégories sans avoir besoin de tout noter absolument. Voilà. Donc du coup, j'en ai 12 à vous présenter. Bien entendu, je risque d'aller assez vite dessus puisque je ne les ai pas encore lus, c'est une palle. Hein. Et pour certains, je ne sais absolument rien. Donc en même temps, je reste de plus en plus sur le plaisir de la découverte sans forcément savoir grand-chose. Après, il y en a aussi que je veux lire depuis très longtemps ou d'autres qui sont des continuations de séries, ou plutôt que je devrais continuer en fait. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Alors cette année, les 4 menus tournent autour des éléments. Ce qui est une très bonne idée parce que du coup en plus on peut faire correspondre beaucoup de choses et le premier élément est l'eau. Alors donc l'eau, il y a 3 sous-catégories dont la première est voguer sur les flots avec voyage et piraterie. Alors pour celui-ci j'ai choisi The Black Tides of Heaven de Ji Young qui est une autrice malheureusement il me semble qu'il n'est pas encore traduite en français. Je dis autrice et en fait je dis une énorme connerie, excusez-moi. En fait elle doit se faire qualifier de il au pluriel. Le problème en fait c'est que les pronoms personnels en français sont tellement genrés que c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais sa langue, elle vient de Singapour, et je dis encore elle. Ils viennent de Singapour et en fait ils écrivent du silk punk. Alors le silk punk c'est un peu comme le steampunk, c'est-à-dire que c'est de la fantasy qui se passe dans un milieu plus ou moins historique, c'est-à-dire passé, mais un passé imaginaire, et qui se passe bien entendu majoritairement en Asie, d'où le terme de silk punk par rapport à la soie, la route de la soie, etc. Voilà. Alors, je n'ai quasiment jamais rien lu dans cette catégorie, mais la seule histoire que j'ai lue était justement des mêmes auteurs. Il s'agissait de Waiting on the Bright Moon, ou Waiting for the Bright Moon, bref, qui était de la science-fiction fantasy, très très originale. J'avoue que c'était très particulier, j'ai beaucoup aimé, et c'était une histoire en fait qui était basée sur la gémellité et sur la musique et les sons, c'est-à-dire que les pouvoirs magiques étaient émis à partir des sons et étaient créés à partir des sons et que c'était ça en fait qui donnait le pouvoir aux personnes. J'ai lu à un moment donc je ne me rappelle pas forcément de toute l'histoire mais je sais que c'est très très intriguant, très original. Et alors malheureusement celui que je viens de citer, en tout cas celui que je veux lire cette fois-ci, est un premier tome. Alors c'est ce qui m'énerve un petit peu dans la fantasy, je ne suis pas une très grande lectrice de fantasy parce que souvent ce sont des sagas, voilà. Mais par contre ce ne sont pas des tomes très épais et donc du coup je veux quand même le tenter. Il fait à peu près 250 pages il me semble. Et voilà, donc c'en est un que j'ai envie de lire depuis un moment, donc du coup je me suis dit je vais le mettre parce que je vais peut-être me lancer, on verra bien. Et je ne sais quasiment rien de l'histoire pour ne pas dire rien du tout, voilà. Sauf que grâce à la couverture, il est assez évident qu'on a droit à de la fantasy très asiatique puisque ça rappelle beaucoup justement les peintures de nuages, de dragons, de ce genre de choses. Donc ça va très certainement se passer dans ce type de milieu, voilà. Mes vidéos n'allant jamais sans bafouillage, voilà.
Je vais pas le relever à chaque fois, vous faites avec, hein, comme d'hab. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de alchimie avec magie, sorcellerie, druidisme. Et pour celui-ci, j'ai choisi un roman graphique, puisque l'avantage des romans graphiques, c'est que souvent ils sont en un seul tome. Voilà. Et il s'agit de Morgane, qui est écrit par... je vous dis ça tout de suite, Stéphane Fert et Simon Kansara. Voilà. Donc c'est un livre qui fait à peu près 150 pages et qui revient bien entendu sur l'histoire de celle qu'on appelle la fée Morgane, qui est plus une sorcière qu'une fée, et son histoire avec Merlin, les chevaliers de la table ronde, Excalibur. Bon, pour les gens qui ont un petit peu lu tout ce qui est cycle arthurien, effectivement vous connaissez un minimum le personnage, et qui vraisemblablement dans ce roman graphique est très très poussé sur le côté féministe, le côté vengeur aussi de Morgane. C'est un personnage en fait qui est très très intéressant, dont j'ai déjà lu plusieurs versions dans plusieurs livres différents, dont Les Dames du Lac, L'Enchanteur de Barjavel. Enfin il y a quand même beaucoup de versions qui vont du personnage floué parce que c'est une femme au personnage justement agressif et mauvais parce que c'est une femme qui attaque, qui se défend, donc il y a vraiment tout un panel. Et celui-ci apparemment s'axe beaucoup justement sur le côté vengeur, mais en même temps le côté féministe, et n'est pas juste sur un seul côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision apparemment tronquée, juste qui prend un côté ou l'autre, mais qui va explorer un petit peu plus justement tout l'éventail de caractères et de sentiments que cela peut impliquer. Voilà. Alors, toujours dans la catégorie de l'eau, je suis désolée, à chaque fois, il faut que j'ouvre mon petit document parce que comme d'hab, je me rappelle pas par cœur. Ah oui, alors, dernière sous-catégorie pour l'eau, il s'agit de Tiens bon la vague, et c'est une saga. Alors en plus, Tiens bon la vague, je trouvais que ça tombait plutôt bien, puisque j'ai décidé d'y mettre le tome 2 de Paris des Merveilles. Alors le Paris des Merveilles de Pierre Pével, j'ai lu le premier tome il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans. Alors comme j'ai expliqué, je suis pas très très fantasy, en fait j'aime bien occasionnellement, mais c'est vrai que je suis pas très très grande lectrice de fantasy. C'est une trilogie dont j'avais beaucoup entendu parler, puisque c'est une trilogie steampunk, c'est-à-dire qu'elle se déroule dans le Paris du 19e siècle. En fait le steampunk c'est un petit peu de la fantasy à la sauce Jules Verne, c'est-à-dire avec un passé imaginé, mais un passé rempli d'inventions, de machinerie, on s'imagine un petit peu un futur dans le passé, voilà. Et c'est un cadre que je trouve en général intéressant. J'aime beaucoup l'esthétique steampunk, mais en fait, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, si, j'en ai quand même lu plusieurs qui pour l'instant m'ont plu, mais ne m'ont pas émerveillée. Et c'est le cas entre autres du Paris des Merveilles, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc j'ai lu le premier tome que j'ai trouvé très bien par rapport au cadre, au contexte. Comme j'ai dit, le Paris du 19e avec les expositions universelles. On a l'impression d'être dans un roman de Jules Verne avec un mélange de futur, de passé, avec de la sorcellerie, bien entendu, avec ce type de choses. Les personnages sont intéressants, sauf que malgré l'intérêt que j'ai porté à l'histoire, quand je l'ai fini, j'étais très satisfaite, j'étais très contente, mais ça n'a pas été un coup de cœur et je n'avais pas non plus envie de me jeter sur la suite. Voilà. Mais du coup, ça fait un moment que je fais traîner, j'ai envie de connaître la suite quand même si j'ai pas envie de me jeter dessus. Et puis c'est vrai que le cadre, j'aimais bien. Voilà. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais, puisqu'en plus c'est Tiens bon la vague, ça veut dire allez, accroche-toi, lis un truc justement que tu connais déjà et que tu veux continuer. Voilà. Donc sans avoir envie de me précipiter, j'ai quand même envie de continuer l'histoire. Et puis je me dis, c'est peut-être le moment ou jamais. En plus ça se lit facilement, hein, ça se lit plutôt vite. Donc je me dis, ouais, c'est peut-être justement le moment où je devrais profiter pour mettre ce type de saga non fini. Alors, deuxième menu pour ce mois de la fantasy, il s'agit cette fois du feu, avec comme première sous-catégorie se brûler les ailes, un défi. Alors pour celui-ci, je me suis mis un défi qui est un défi pour plusieurs raisons. Il s'agit de Conan le Cimérien de Robert Howard. Alors il faut savoir que Robert Howard, l'auteur, est considéré avec Tolkien et Lovecraft comme l'un des pères de l'imaginaire moderne et qui a créé effectivement toute une base en fait sur laquelle tous les auteurs suivants se sont basés, justement, se sont appuyés, on va dire. Et effectivement, ça faisait un moment que je voulais le lire à cause de sa position dans la littérature de l'imaginaire. Et en même temps, vous avez peut-être déjà deviné par rapport au titre, Conan le Cimérien, c'est Conan le Barbare. Voilà. Conan le Barbare, pour moi, l'image, c'est un machin plein de muscles,
qui tape un peu sur tout ce qui bouge, et voilà, c'est plus ou moins l'image que j'en ai. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs, parce que quand on y pense, quand j'étais gamine, j'avais regardé les films de Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger, et j'étais super fan. Mais vraiment, j'adorais. Et des fois, hein, la mentalité change, bien entendu, quand on grandit, sauf que je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui me fascinait là-dedans, parce que je les ai revus il n'y a pas longtemps. Alors, il n'y a pas longtemps, tout est relatif, mais je les ai revus peut-être il y a une dizaine d'années, parce qu'ils passaient à la télévision. Et je me rappelais même pas qu'en fait ça parlait quasiment pas pendant tout le film en fait, hein. C'est-à-dire qu'on regarde juste l'autre avec ses muscles qui cognent, qui machin, et encore que, parce que ça cogne pas toujours, il y a des fois on voit du paysage, je suis pas contre les trucs contemplatifs, mais là c'était un petit peu chiant en fait. Mais alors pourquoi j'aimais autant quand j'étais gamine, j'en sais rien. Bref, tout ça pour dire que, vu sa position, je me dis quand même que les histoires dans le bouquin doivent être beaucoup plus intéressantes. Il faut savoir que j'ai l'intégrale en audio. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je voulais m'y mettre. Parce que je l'avais trouvé il y a un bon moment. Et ce que je ne savais pas, c'est que en fait, Conan le Cimérien, c'est un ensemble de nouvelles. Ce n'est pas juste un roman avec un volume 2, 3, 4. Non, non. En fait, ce sont des nouvelles qui se suivent dans le même monde, qui concernent les mêmes types de personnages, mais ce sont des nouvelles. Donc je me dis, au pire, je m'en lis une ou deux, et puis si ça ne me satisfait pas, j'arrête. Mais du coup, j'aurais pas la frustration d'arrêter de me dire ah là là, je viens de commencer le bouquin, puis en fait il me saoule, j'ai pas envie de. Non, non, comme ça je pourrais finir une ou deux histoires. Et puis après, on verra bien si oui ou non. Alors, il faut savoir que ce qui correspond au premier volume fait quand même quasiment 600 pages, d'où le défi. Parce qu'en plus, quand on n'a pas spécialement de temps, se mettre des pavasses, c'est pas forcément. Et puis c'est vrai que la thématique m'inquiète un petit peu, voilà. Après, comme je dis, le format nouvelle, je pense, permettra de. Enfin, va faire en sorte que je pourrai quand même passer outre. Parce que comme je dis, j'ai une histoire ou deux. Ça me plaît pas, mais ça me plaît pas, c'est pas bien grave non plus, hein. Bref. Donc voilà, donc du coup, celui-là est un défi. Le deuxième, c'est. Oups, désolé, en posant mon café, ça secoue un peu. La deuxième sous-catégorie, c'est chaud patate, où il faut lire un pavé, une bricasse. Bon, on en revient un petit peu à celui d'avant, sauf que là j'ai décidé d'en choisir un par contre que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps, et c'est L'Histoire sans fin de Michael Ende. Alors c'est un livre, je crois que l'auteur est allemand, et ça fait des années que je veux le lire, sauf que je n'arrivais pas du tout à le trouver en e-book. En fait, quand j'étais en France, j'avais du mal à le trouver en papier, et depuis qu'ils ont fait des rééditions, je suis ici au Japon, et donc je ne le trouvais pas du tout en e-book. Mais par contre, je viens de le trouver en fait il y a 3 semaines, un mois. Et donc du coup, voilà. Donc je peux me permettre de l'écouter, de le lire. Et par contre, c'est pareil, il fait 500 et quelques pages, alors c'est très très long, mais il me donne super envie. Alors l'histoire sans fin, j'avais vu le film quand j'étais gamine et je me rappelle quasiment de rien. Donc c'est pareil, je veux me garder la surprise. Par contre, ce dont je me rappelle et qui fait que je continue d'en avoir envie, c'est que bien entendu, il y a une histoire de dragon, mais surtout c'est une histoire dans laquelle un gamin lisait un livre de fantasy, une histoire qu'il adorait, et il a fini par rentrer dans le livre et donc à participer à l'histoire. Et quand on aime les livres depuis hyper longtemps, surtout en tant qu'enfant et en tant que... Franchement, est-ce que ça fait pas rêver de s'imaginer qu'on peut rentrer dans les livres et rentrer dans les histoires? Moi, ça c'est un truc, même gamine, puis je pense tout le monde, c'est un petit peu comme, vous savez, ces histoires où en fait les gens ont un pouvoir qui permet au dessin ou aux peintures de prendre vie ou de rentrer dedans. Moi ça c'est des trucs qui me fascinent complètement, voilà. Donc ouais, là grosse motivation pour celui-là, en tout cas plus que pour Conan. Mais celui-là par contre c'est un roman, donc si je le commence, il faudra quand même que j'essaie au mieux de le finir, voilà. Troisième sous-catégorie, orangé. Il faut du orange sur la couverture ou une représentation du feu. Cette couverture a les deux puisqu'il y a un feu de camp et le gars a un t-shirt orange, voilà. Et j'ai choisi Le Dieu vagabond de, je vous dis ça tout de suite, de Fabricio Dori. Alors, je l'avais vu passer sur pas mal de chaînes Booktube l'année dernière. Et moi, le truc qui m'avait beaucoup marqué, puisque je sais pas bien de quoi ça parle, à part que, vu le titre, Le Dieu vagabond, j'imagine que la personne, alors soit il y a un dieu qui se balade, soit c'est la personne qu'on voit sur la couverture qui est un dieu en fait, mais qui décide peut-être de se promener sur Terre ou de se promener dans des mondes, je ne sais pas trop. Mais je me rappelle avoir vu les planches de dessin, et le truc vraiment qui m'avait interpellée, c'était que les planches étaient dessinées dans des styles de peintres, et qu'il y en avait plusieurs, très différents. Il me rappelle.
Il me semble qu'il y en avait certaines qui rappelaient Van Gogh, certaines qui rappelaient Cézanne, enfin toute une série de peintres comme ça. Et c'était juste beau, voilà, c'était juste beau. Donc, vu que c'est un roman graphique, malheureusement c'est un petit peu ça aussi hein, avec les graphiques, c'est que parfois quand on n'accroche pas au dessin on n'a pas envie de le lire, alors peut-être l'histoire est géniale, et puis des fois les dessins sont magnifiques, on a le risque d'être déçu sur l'histoire, mais au moins le plaisir des yeux est là, voilà. Donc celui-là, pareil, ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, je me dis c'est l'occasion ou jamais, je sais plus combien de pages il fait, il doit faire dans les 200 pages il me semble, ou quelque chose comme ça. Troisième menu. Alors il s'agit de la Terre, avec comme première sous-catégorie, petit peuple, avec fées, lutins, etc. Alors, c'est une catégorie, le petit peuple, on l'a aussi dans les Cold Winter Challenge et ce type de choses. J'ai toujours un petit peu de mal, mais puisque ces derniers temps, je suis en train de lire la série Nain que je suis en train d'adorer, j'ai tout simplement décidé de mettre le tome 3 de la série Nain, voilà, que je suis en train d'adorer pour les graphismes que je trouve magnifiques, pour, comme je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, c'est une bande dessinée, donc contrairement à un roman graphique, il y a quand même beaucoup moins de pages. Ça se situe en général entre 50 et 70 pages, et pourtant l'histoire est hyper dense, on a vraiment l'impression en fait, de lire une histoire qui fait 200 pages, très sincèrement. Donc ça, c'est absolument un régal, le monde est génial. C'est très très sombre, c'est pas du tout de la fantaisie gentillette, comme on pourrait imaginer, peut-être avec des elfes, des nains, ce genre de choses. Non, non, c'est un monde assez sombre, un monde assez... bref. Et donc là, j'ai décidé de mettre le tome 3. Il s'agit de Harald du Temple. Oui, c'est ça, voilà. Harald du Temple. Donc, vu le titre, je pense qu'on va encore découvrir une nouvelle catégorie de nains, puisque il me semble que je l'avais expliqué dès le premier. En fait, il y a plusieurs couches de société dans le monde des nains qu'on est en train de découvrir à travers cette BD. Et il y a par exemple les forgerons, il y a les commerçants, il y a les magiciens, il y a comme ça plusieurs catégories. Et à chaque volume, puisqu'il s'agit d'une biographie à chaque volume, on découvre pour l'instant en tout cas une de ces catégories de la société. Ce qui nous permet justement de découvrir le monde, de mieux le comprendre et en même temps de comprendre les interactions entre les nains et pourquoi ils agissent les uns envers les autres de cette façon-là. Voilà, donc pour l'instant, comme j'ai dit, je trouve ça passionnant, je ne vais pas me répéter. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 3 et je pense qu'il va être lu sans aucun souci. Voilà. Deuxième sous-catégorie, découvrons le monde avec école, apprentissage. Et j'ai choisi L'âge d'or de Cyril Pedrosa. Alors que je vois aussi passer depuis un bon moment, mais j'ai aussi lu plusieurs livres de Cyril Pedrosa que j'ai beaucoup, enfin plusieurs romans graphiques que j'ai beaucoup aimés pour l'instant. Il me semble que j'ai lu de lui, je vais pas dire de conneries, voilà, mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, ce que j'ai lu de lui, ça allait de bien à excellent. Voilà. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ses histoires. Et L'âge d'or, apparemment, se passe dans un monde absolument de fantaisie, puisque déjà dès la couverture, on comprend que c'est un médiéval imaginé, voilà, un âge médiéval imaginé. Et apparemment, l'histoire est basée sur une quête. Alors, une quête de quoi, je ne sais pas bien. Ça s'appelle L'âge d'or, je ne sais pas non plus pourquoi. Mais en tout cas, ça colle complètement aux thématiques. École, apprentissage, je ne suis pas sûre, mais le titre étant Découvrons le monde, et vu que c'est basé sur une quête en général, c'est un apprentissage ou un développement personnel pour le héros, donc je pense que ça rentre bien dans le cadre. Voilà. Et pour le suivant, Les doigts dans la boue, celui-là était assez simple parce qu'il s'agit graphique album. Bon, j'ai quand même choisi beaucoup de graphiques pour ça, tout simplement parce que c'est plus rapide à lire, plus facile. Et ça me permettra plus facilement justement de au moins faire une partie de ce challenge sans forcément m'angoisser, me dire l'impression d'avoir des devoirs d'école, à me dire aïe aïe aïe, j'ai tellement de livres à lire, voilà. Donc là, j'ai choisi Le Château des Animaux. Normalement, tome 2, puisque je me suis prévu le tome 1 pour avril autour de la SF, puisque c'est une histoire qui est basée sur la ferme des animaux de George Orwell ou H.G. Wells. Je les confonds toujours. Mais toujours. Bref, la ferme des animaux. Wells ou Orwell. Orwell, je crois que c'est Orwell. Et donc effectivement qui reprend cette histoire en fait avec des animaux anthropomorphisés où on reproduit notre société et certains pans de la politique avec ces animaux qui vont se rebeller contre leurs bourreaux, en tout cas contre les gens qui s'occupent d'eux plutôt, et contre les gens qui les consomment également.
et en fait dans lesquels on arrive à reconnaître pas mal d'éléments historiques, d'éléments politiques que l'on connaît déjà et sur lesquels on peut facilement identifier les personnages, mais ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé pour Avril autour de la SF. Par contre, comme nous ne sommes pas encore au mois de mai, je n'ai pas encore fini Avril autour de la SF et je ne sais pas encore si j'ai lu ou pas le premier tome. Voilà. Alors si je ne l'ai pas lu, il ira là-dedans. Si je l'ai lu, je mettrai le tome 2. Voilà. Et effectivement, bah forcément ça correspond, c'est un graphique. Quatrième et dernière catégorie, c'est l'air, avec comme première sous-catégorie léger comme l'air avec un livre de poche. Bon, alors moi, comme je ne peux pas me procurer de livre de poche ici, j'ai essayé de trouver un livre justement qui existait en livre de poche. Voilà, puisque pour moi en fait ça fait pas de différence. Si j'étais en France, ce serait pas pareil, mais voilà. Et j'ai choisi La Compagnie des loups d'Angela Carter. Alors là aussi un recueil de nouvelles. Il avait été conseillé sur la chaîne de Paper Palace, il me semble. Hein. Et en fait, La Compagnie des loups, c'est un recueil de nouvelles basé sur les contes de fées, puisqu'on retrouve La Belle et la Bête, le Petit Chaperon Rouge, enfin ce type d'histoires, mais qui sont complètement remaniées de façon adulte. Et voilà, bon, encore une fois, je n'ai pas voulu pousser plus que ça. En fait, je l'ai déjà dans ma liseuse. Voilà. Et il existe en différentes collections dans les poches. Je crois qu'il existe chez Folio. Et il me semble qu'il existe aussi dans une autre maison d'édition. Mais je ne peux pas vous donner les noms maintenant. Bref, il existe en poche. Je l'ai déjà. Et effectivement, j'aime bien les remaniements de contes. Même si c'est devenu un petit peu trop, quelque chose de trop à la mode ces derniers temps. Mais comme j'en ai pas lu beaucoup, le fait que ce soit dans un recueil et que ça soit des histoires brèves, ça me convient très bien. Voilà. Ensuite, créatures ailées avec dragon, moustique, fée. Alors, moustique, j'ai pas. Par contre, dragon, fée, j'ai décidé de choisir un livre qu'en fait j'avais, un livre physique, pour une fois, que j'avais en fait acheté l'année dernière pour justement, ce mois de la fantaisie et puis que j'ai mis de côté, puis que j'ai complètement oublié de lire. Et cette fois-ci, j'espère que je vais le regarder. Et il s'agit de A Middle-earth Traveler de John Howe. Voilà, c'est ce livre-là. Alors, du coup, je suis désolée, je vais peut-être me répéter pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de l'année dernière, mais je me rappelle plus si je vous en avais parlé en détail. Voilà. Alors, il faut savoir que comme l'image le montre, hein, Terre du Milieu, forcément, on sait que ça a un rapport avec le Seigneur des Anneaux. J'ai découvert le Seigneur des Anneaux quand j'étais gamine, grâce à mes cousins et grâce à des illustrations et pas du tout les livres ou bien entendu les films qui n'existaient pas encore. Enfin, en tout cas, pas les derniers films de Peter Jackson. En fait, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui dessinent, qui peignent. Moi aussi, je faisais ça jusqu'à il y a quelques années, beaucoup. Hein. C'était vraiment c'est une activité vraiment très très présente dans ma famille. Et j'ai plusieurs cousins qui ont fait des études pour devenir illustrateurs. Et donc, ils avaient beaucoup de livres justement d'illustrateurs inspirés par Tolkien. Que je regardais, mais vraiment parce qu'ils étaient en train de travailler dessus. Et je les ai regardés, feuilletés, mais tellement de fois. Mais je buvais ces images, c'était un truc incroyable. Et parmi ces illustrateurs, les 3 qui m'ont le plus marqué, c'est bien entendu Alan Lee qui est le plus connu, mais aussi John Howe justement et Ted Nasmith. Voilà, c'était vraiment les 3 qui m'étaient restés en tête. Et je suis très très fan. Alors j'ai lu par la suite le livre que je n'ai pas pu finir parce qu'il n'était pas à moi, je l'avais emprunté. Et ensuite j'ai déménagé, pas au Japon mais à Paris. Et du coup après j'ai vu les livres, les films de Peter Jackson dont je suis mais super fan, que j'adore. Je les ai vus un nombre incalculable de fois, franchement c'est le nombre de fois où je les ai vus c'est à 3 chiffres. Hein, donc j'ai pas compté mais je sais que j'ai largement dépassé voilà, les 2 chiffres. Voilà. Parce qu'il fut un temps après la sortie où quand les DVD sont sortis, j'en étais venue à me refarcir toute la trilogie une fois par semaine. Puis après, je me suis calmée, c'était une fois par mois. Mais donc voilà, sur le cumul, hein, voilà. Donc oui, c'est une histoire que j'adore. Cette année, je voulais justement écouter les livres du début à la fin, même si je connais déjà l'histoire plus ou moins par cœur. Et puis éventuellement relire le Silmarillion qui me manque. Bref, alors en fait, je vous détaille tout ça même si ça n'a pas d'intérêt spécifiquement. Mais écoutez, c'est moi de la fantaisie, j'adore Tolkien, et puis voilà. Hein. Et donc, justement, je sais que quand j'avais vu que dans les films, dire que j'avais pas voulu regarder le premier film en fait, parce que je savais que d'autres versions avaient été faites avant, que c'était assez naze, que c'était mal foutu, etc. Et donc je suis pas allée voir le premier au cinéma. Donc la première fois que je l'ai vu, c'était sur mon ordinateur, on va dire. Et je suis restée, mais comme ça, parce que justement, les images, la façon avec laquelle Peter Jackson a filmé,
était à l'identique de toutes les illustrations que j'avais vues et qui pour moi dans ma tête étaient impossibles de reproduire dans un film, pour moi c'était absolument impossible. Vous inquiétez pas, j'ai pas fait la connerie pour le deuxième et le troisième film, hein. Ils sont sortis, je suis allée direct au cinéma, voilà. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai vu justement que Peter Jackson avait travaillé sur les films avec Alan Lee et John Ho. Voilà, donc, comme ça je vous ai raconté my life pendant mais c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer à quel point j'aime ces illustrations. D'ailleurs, j'ai cette illustration chez moi, en tout cas chez mes parents, que ma cousine m'a fait. Elle me l'a peint justement, celle-là exactement. J'en ai d'autres de Gandalf, enfin bref. Donc ça pour dire, c'est vraiment une partie intégrante de ma vie. Et ce livre, en fait, ce sont les illustrations, les croquis de John Ho pour le film du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc c'était pas les anciennes, c'était pas... Alors je vais juste vous montrer quelques pages, puisque comme j'ai dit, je me rappelle pas bien si je vous les avais montrées. Mais voilà, donc vous avez beaucoup d'images et de croquis qu'il a faites pour le film, dont une bonne partie ont été utilisées, reproduites, avec à chaque fois une explication aussi de en fait comment ça a fonctionné, comment ça a été fait, comment ça a été utilisé. Alors excusez-moi, c'est un petit peu sombre parce qu'en plus il fait gris aujourd'hui, donc voilà, donc je vous laisse regarder. C'est en anglais, mais j'ai envie de dire sincèrement, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de la langue là? Parce que, bon, moi j'ai pas de soucis, mais je veux dire pour les gens qui aiment les illustrations, pour les gens qui aiment le Seigneur des Anneaux, c'est blindé à mort d'illustrations et au final c'est quand même l'intérêt numéro 1 de ce livre. Voilà, donc je pense que même si vous ne pouvez pas lire l'anglais, si vous êtes fan de ce milieu, de ce type de choses, de ces histoires-là, voilà, je les trouve absolument magnifiques. Il me semble d'ailleurs que c'est Ted Nasmith, en tout cas c'est pas Alan Lee, je suis sûre, Ted Nasmith, John Ho qui a dessiné l'une de mes images préférées de tout ce que j'ai pu voir comme illustration du Seigneur des Anneaux. Et en plus, qui a été refaite dans le film, c'est le moment où Gandalf tombe avec le Balrog dans un lac souterrain. S'il y en a qui n'ont pas lu ou écouté le Seigneur des Anneaux, vous inquiétez pas, je ne vous spoile rien du tout. Voilà, donc on a Gandalf qui tombe avec le Balrog, justement dans le lac souterrain qui est sombre, et où on a l'impression en fait que c'est une flamme qui tombe. C'est une image absolument sublime. Et quand j'ai vu qu'il l'avait refait dans le film et qu'on le voit au début du 2, alors qu'en plus c'était le premier que je voyais au cinéma, franchement, mon petit cœur de fan a quasiment fait une syncope... une syncope d'image, voilà, je sais pas comment on appelle ça, mais je sais pas du tout si elle est là-dedans, mais bon bref, c'est pas grave, on s'en fiche en fait, voilà. Ah bah Minas Tirith, ouais, ça doit être sa façon de le voir aussi, hein, parce que pour ceux qui ont vu le film, regardez bien le décor, voilà. Donc je pense que Alan Lee, c'était plus les choses un petit peu plus éthérées, un petit peu plus elfiques, un petit peu plus... voilà. Bon, on va pas passer non plus toute la vidéo sur ce bouquin, désolée, mais parce que du coup, je suis en train de vous parler, mais je suis surtout en train de le regarder j'ai juste envie de le lire. Bref, hop, on arrête tout de suite, voilà. On passe au dernier, au final. On est arrivé au bout, donc la dernière sous-catégorie pour l'air, il s'agit de apprendre à voler et il faut de la littérature jeunesse. Alors là, comme pour le Paris des Merveilles, j'ai choisi de mettre un tome 2 pour une saga que j'ai commencé et que j'ai pas continué parce que encore une fois, en fait j'ai aimé le premier tome, c'est Percy Jackson. Mais j'étais pas non plus transcendée et j'avais pas envie de me jeter sur le deuxième. Alors est-ce que c'est de la jeunesse ? Connement, je l'ai mis là-dedans, j'ai pas vérifié. Mais il me semble que c'est de la jeunesse. En tout cas, moi, de ce que j'en avais lu, j'ai le souvenir que il y avait un côté un petit peu jeunesse, enfantin, etc. Donc je pense qu'il peut coller, à cette catégorie. En tout cas, s'il n'est pas classé dans cette catégorie, j'ai du mal à dire catégorie, officiellement, pour moi, dans ma tête, c'est un jeunesse, hein, c'est un très jeunesse même, voilà. Donc c'est pareil. C'est pareil que pour le Paris des Merveilles, ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est pas prise de tête. Et puis du coup, c'est vrai quand même que oui, j'ai envie de connaître la suite, voilà, sans avoir envie de me précipiter dessus. Si ça reste une lecture très agréable, voilà. Et puis, peut-être que comme pour l'autre, au final, ça va évoluer. Les premiers tomes sont pas toujours représentatifs du reste d'une saga. Parfois, le premier tome est le seul qui soit vraiment génial parce qu'il met les choses en place. Et parfois, justement, parce qu'il met les choses en place, au final, c'est les suivants qui sont mieux. On verra bien. Voilà.
Et bien sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai déjà pas mal expliqué au final pour des livres dont je ne connais pas forcément grand chose. Et puis bah écoutez, moi j'ai hâte de voir aussi vos listes, vos pales, de trouver de l'inspiration qui ne sera pas forcément pour le mois de la fantaisie parce que déjà rien qu'en piochant là-dedans j'ai de quoi faire, mais très certainement pour la suite, pour le reste de l'année. Et puis s'il y a des livres de fantaisie que vous me conseillez pour des gens qui ne sont pas forcément complètement à fond dedans, même si on a du mal à y croire vu ce que j'ai déblatéré sur Tolkien, et oui, et puis que merde, c'est quoi le nom? Ah putain, ça y est, j'ai le cerveau qui commence à me couler par les oreilles. Je suis restée trop sur Tolkien, je ne pense plus qu'à Tolkien. J'allais vous citer un autre livre que j'adore, qui est énorme aussi et qui est de la fantaisie. Et ben voilà, c'est pas grave. Donc on va s'arrêter là parce que je pense que je vais peut-être commencer par celui-là en fait. Voilà, c'est le coup, je me le suis mis sous le nez. Et puis du coup, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Surtout, n'hésitez pas. Ah, voilà, c'était ça que je voulais dire. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai toujours oublié l'auteur. Mais si vous avez des idées pour quelqu'un qui n'est pas forcément super dans la fantasy et qui ne soit pas des sagas interminables ou des trucs énormes, allez-y, donnez les idées. Hein. Je suis preneuse, même si c'est pas pour tout de suite. Franchement, je suis preneuse. Voilà. Eh bien, super bonne lecture, super bon mois de la fantasy. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.